Welbart, définissez-nous l'asthme. Pour l'American Thoracic Society, la définition de l'asthme est une hypersensibilité de la trachée et des bronches à des facteurs irritatifs variés, engendrant un bronchospasme, réversible soit spontanément, soit sous l'action de diverses thérapies. Si cette question est posée à un physiologiste respiratoire, il va dire, lui, c'est un syndrome obstructif, puisqu'il va faire souffler son malade dans un spirographe, qui va être réversible, soit spontanément quand la crise d'asthme sera passée, soit sous diverses thérapeutiques aussi, mais lui, il va avoir l'avantage de déclencher cette crise d'asthme en faisant respirer des allergènes, et puis une fois qu'il aura observé son syndrome obstructif sur l'appareil, il va le guérir en donnant un bronchodilatateur. Si l'on pose cette même question à un histologiste, il va vous répondre, moi je ne vois que des pièces anatomiques des poumons de sujets qui sont décédés d'asthme, il va voir un épaississement du chorion, il va voir un édème, il va voir une augmentation des cellules caliciformes, et il va voir surtout des bouchons muqueux. Mais pour un kinésithérapeute, l'asthme, c'est quoi? Bien, les kinésistes sont des cliniciens, ils vont trouver des sujets qui vont présenter un encombrement, donc il va falloir faire cracher, des sujets qui vont présenter un bronchospasme, avec un wheezing à l'auscultation, et des sujets qui vont avoir un asynchronisme ventilatoire, parce qu'ils ont une ventilation thoraco-abdominale qui va être perturbée. Il faut dénoncer tout de suite l'asthme d'origine psychologique, car ça n'existe pas. Tous les sujets qui ont des problèmes psychologiques ne sont pas asthmatiques, et à l'inverse, les sujets qui ont de l'asthme et qui ont des problèmes psychologiques savent parfaitement, parfois, comment se déclencher une crise d'asthme. Je prends un exemple. On sait que les sujets qui inspirent brutalement vont engendrer dans le temps expiratoire un bronchospasme. Donc il leur suffira d'inspirer parce qu'ils ont été contrariés, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils sont énervés, ils vont inspirer brutalement, ils vont se créer un bronchospasme expiratoire. On sait tout aussi bien qu'un sujet qui respire par la bouche de l'air froid va engendrer un bronchospasme. Mais tout le monde a un petit bronchospasme. Mais chez des asthmatiques, ça va être très important, ils vont déclencher une crise d'asthme. Ce qui veut dire qu'en kinésithérapie, en connaissant parfaitement la physiopathologie de l'asthme, on pourra proposer des techniques de kinésithérapie efficaces et qui se reposeront sur des faits scientifiques connus. Quel type d'asthme le kinésithérapeute est amené à traiter dans son cabinet? Il y a le plus fréquent des asthmes, c'est l'asthme à dyspnée paroxystique. Ça peut être n'importe quel d'entre nous qui, une fois dans sa vie, fait une crise d'asthme et qui, entre les crises, est tout à fait normal. Ça veut dire que ce sujet-là, il faut l'inciter à faire du sport, mais il faut aussi l'inciter à être attentif et avoir sur lui des bronchodilatateurs. Et il faut l'avertir, il faut l'éduquer à comment faire et à quel moment faire. Le deuxième type d'asthme, c'est l'asthme à dyspnée continue. C'est un asthme qui est un asthme intriqué, un asthme qui a été très souvent pas très bien sensible aux thérapeutiques habituelles et qui est un asthme déjà évolué depuis un certain temps. Là, qui demande un traitement avec un suivi médical, kinésithérapique extrêmement pointu avec des courbes de suivi. Le troisième type d'asthme, c'est la crise d'asthme. La crise d'asthme qui, on ne sait jamais quand elle va passer à l'état de mal asthmatique. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit très clair. La crise d'asthme, comme l'état de mal asthmatique, relève d'un traitement avant tout médical, et ça n'est qu'après qu'on en fera appel au kinésithérapeute. Bien évidemment, il ne doit pas se substituer au traitement médical, et a fortiori quand le malade est en réanimation, bien sûr. Alors, dans ces cas particuliers, ça va être un traitement de désencombrement, mais après le traitement médical institué. Alors, quelle est la différence entre l'asthme de l'enfant et l'asthme de l'adulte? La différence, c'est que l'adulte a trop de poumons pour respirer. Je dirais à la limite qu'on a 4/5 de poumons en trop pour respirer. Avec un demi-poumon, on peut respirer dans la mesure où on ne peut pas trop détendre. Chez l'enfant, ça n'est pas vrai. Plus il est petit, moins il a de réserve ventilatoire. Et une petite amputation respiratoire aura de grandes conséquences chez ce patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance des voies aériennes de l'enfant est plus élevée. Et quand il y a un bronchospasme, bien évidemment, la dyspnée va être majeure. Cette dyspnée, en quoi est-elle dangereuse? Elle est dangereuse dans la mesure où le malade va devoir faire des efforts très importants pour respirer. Et comme les muscles ventilatoires de l'enfant ne sont pas les mêmes que les muscles ventilatoires de l'adulte, il va y avoir une fatigue précoce, une fatigue plus rapide. Et on va voir les premiers signes de fatigue ventilatoire, c'est-à-dire le balancement thoraco-abdominal. La notion qu'il faut retenir est la suivante, c'est que si on va un peu plus au fond dans le détail de l'anatomie des bronches, il faut savoir que
l'épithélium bronchique et le chorion est plus épais chez l'enfant que chez l'adulte. Ce qui veut dire que quand on mesure cette épaisseur par rapport au diamètre de la bronche, il va y avoir sur un petit édème une augmentation très importante de cette résistance des voies aériennes. Ce qui veut dire qu'un enfant qui présente un bronchospasme, qui présente un édème, va avoir une grande fatigue des muscles ventilatoires, voire une détresse, alors que l'adulte a des réserves ventilatoires. Nous sommes en présence d'un enfant asthmatique. Quels sont les buts de la kinésithérapie? Les buts de la kinésithérapie vont varier avec l'âge des patients et avec la coopération des parents. Prenons le cas d'un bébé asthmatique. Le cas d'un bébé asthmatique relève essentiellement d'une kinésithérapie qu'on va lui imposer. Le bébé va pleurer, va crier, on va le désencombrer et on va lui donner des thérapeutiques locales qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Moyennant quoi, il va être difficile de prendre les parents en relais parce que ce n'est pas un geste inné de faire cette kinésithérapie chez le nourrisson. A contrario, si l'enfant est à la limite de la coopération, c'est de loin le plus difficile des malades parce qu'ils peuvent coopérer, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à même de suivre ces malades comme on le ferait d'un enfant plus compréhensif, proche d'un adulte. Moyennant quoi, on est obligé de prendre des parents en relais, on est obligé de leur apprendre des gestes qui certes ne sont pas innés, mais qui doivent être appliqués avec rigueur pour que le traitement soit efficace. Enfin, le troisième type de malade, ça va être le petit homme. L'homme qui va être éducable exactement comme le serait un adulte. On va donc leur apprendre à se désencombrer, à bien prendre les thérapeutiques locales et à pouvoir observer les résultats en marquant sur une fiche les résultats obtenus. On pourra ainsi dire, bien voilà, on prend ces bronchodilatateurs, quand il y a plus de tendeur entre deux prises, eh bien on voit qu'il y a un bronchospasme, on peut donc rectifier le tir. C'est vraiment l'efficacité d'une équipe, médecin et kinésithérapeute, qui se soldera par cette courbe d'évaluation et d'évolution de l'asthme, où on verra les changements de canaux. C'est, à mon avis, dans l'asthme que l'on verra les bonnes équipes de médecins et de kinésithérapeutes. Olivier, entre tes séjours à l'hôpital, comment tu vis avec ton asthme? Ben, je suis bien obligée de prendre ça un peu comme un jeu, vu que moi je reviens quand même assez régulièrement ici, et ça devient une habitude en fait. Ça impose des contraintes pour toi? Oui, vu que ça me fait rater l'école pendant souvent plusieurs jours, 3, et le rattraper c'est quand même épuisant après. Rattraper les cours, en même temps suivre le cours normal, etc. Tu t'arranges bien quand même avec ta maladie? Oui, j'ai quand même pas mal de facilité pour apprendre l'école, et donc ça va quand même. Ouais. Je sors tout le temps fatiguée. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu vis comme les autres enfants? Non, en sport, je ne fais presque aucun. Bon, dans la cour, je fais du basket, du foot, mais enfin, c'est 10 minutes, et après, je suis obligée de me reposer, quoi. Je peux pas soutenir un rythme normal. Et dans ton traitement, là, tu prends ton traitement quel jour? Dans quelles conditions tu prends ton traitement? Tous les matins et tous les soirs, et si besoin est à l'école en plus, c'est assez contraignant. Tu te promènes toujours avec ton nébulyseur? J'ai toujours un médicament sur moi en cas d'essoufflement intense. Et la kinésithérapie, comment ça se passe? Alors, avant, j'en faisais qu'une seule fois par semaine le mercredi. Mon asthme s'est aggravé, j'en fais maintenant 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Dans la journée, si vraiment je me sens mal, je demande d'aller à l'infirmerie pendant un cours et à rester 10 minutes là-bas, histoire de me dégager un peu. Et tu fais quoi? Ben, je fais surtout souffler pour me vider les poumons et essayer de cracher. Tout seul? Oui. Tu as besoin de personne dans Non, ces non, cas-là? ça j'y arrive. De toute manière, à l'école, il n'y a personne pour faire ça. Finalement, tu supportes bien ton handicap? Oui, quand même. Ouais. Donc dans la vie courante, ça te gêne pas trop? Non. Ouais. En général, non. D'accord. C'est pas un handicap, quoi? Non. Faut pas exagérer. De tous les symptômes de l'asthme, les plus caractéristiques sont ceux que l'on observe lors d'une crise d'asthme. Je crois qu'il est important de se rendre compte que dans la majorité des cas, la crise d'asthme ne survient pas inépunément brutalement. Elle est précédée de prodromes qui sont une rhinorrhée claire, aqueuse ou une toux sèche, incoercible, très évocateur, qui devrait entraîner un traitement immédiat. Et bien souvent, l'enfant arrive en pleine crise d'asthme, qui est survenue quelques heures plus tard, et qui se caractérise par une dyspnée, à prédominance expiratoire, des sifflements que l'on perçoit à distance, qu'on appelle des sibilants,
ou un wheezing dans le pays anglo-saxon. Et en fin de crise, si la crise n'a pas été écourtée par les traitements qui sont urgents, apparaît très souvent une expectoration qui est blanchâtre, épaisse, visqueuse, adhérente, bourrée d'éosinophiles et qui participe au diagnostic et à la sévérité de l'épisode dyspnéique. Quelle est la différence entre l'asthme du nourrisson et l'asthme de l'enfant? Cette question concernant les différences entre asthme du nourrisson et asthme de l'enfant est une question très importante. La première chose à dire, c'est que l'asthme de l'enfant peut démarrer à l'âge du nourrisson. Deuxièmement, pourquoi parle-t-on, pourquoi individualise-t-on l'asthme du nourrisson? C'est parce que, à cet âge, bien qu'il existe une dyspnée, après des nuisances expiratoires, des sibilants, une hypersécrétion bronchique quelquefois très préoccupante, certaines des caractéristiques de l'asthme de l'enfant n'existent pas. En particulier, on est frappé chez le nourrisson par la réponse incomplète, ou parfois tout à fait nulle, du spasme bronchique, de l'obstruction bronchique aux bronchodilatateurs inhalés. D'autre part, quand on effectue une enquête allergologique chez le nourrisson, elle est fréquemment négative, alors qu'elle sera le plus souvent positive chez ce même nourrisson devenu un enfant de quelques années de vie. Cela laisse à penser que les voies aériennes du nourrisson sont probablement différentes de celles du grand enfant. En particulier, elles sont très étroites, plus volontiers encombrées, édémaciées et siègent de phénomènes inflammatoires, et que la part du muscle lisse, du spasme musculaire lisse, semble moins importante qu'elle ne sera chez le grand enfant. Quel est le devenir de l'asthme du nourrisson? Le devenir de l'asthme du nourrisson est une question que les parents nous posent systématiquement. Elle appelle plusieurs types de réponses. La première réponse, c'est que le diagnostic d'asthme du nourrisson est un diagnostic qui reste difficile pour les raisons que j'ai expliquées il y a peu. Il est difficile chez le petit bébé de quelques mois de distinguer celui qui siffle et qui est dyspnéique à l'occasion de virose et qui s'arrêtera de siffler vers 2-3 ans, du petit bébé qui continuera à siffler et qui sera un asthmatique certain. Quoi qu'il en soit, certaines études qui ont permis de suivre des bébés depuis leur âge de bébé jusqu'à l'âge adulte, 21-28 ans, permettent de dire que plus l'asthme du nourrisson démarre d'une manière angoissante, avec des épisodes dyspnéiques importants, plus il y a de facteurs allergiques constitutionnels, et plus cet asthme a des probabilités de persister non seulement à l'enfance, mais également à l'adolescence et même à l'âge adulte. Quel est le traitement de l'asthme de l'enfant? Le traitement de l'asthme de l'enfant est une véritable question d'intérêt public et national. En effet, l'asthme est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant, puisque l'asthme affecte 7 à 10% de la population pédiatrique. Cela signifie que dans une classe de 20 à 30 enfants, il y a 2 ou 3 enfants asthmatiques connus ou méconnus. Ou pour parler de manière plus imagée, on peut dire qu'en France, il naît un futur asthmatique toutes les 10 minutes. Alors, le grand mouvement de ces dernières années, au point de vue thérapeutique, c'est que nous avons acquis des thérapeutiques remarquablement tolérées, en particulier des thérapeutiques par voie inhalée, et que ces thérapeutiques, à la condition qu'elles soient prescrites de manière ajustée pour chaque enfant, et que surtout elles soient bien prises, devraient assurer à l'immense majorité des enfants asthmatiques une qualité de vie quasi normale, une fréquentation scolaire parfaite, des activités sportives de haut niveau s'ils le désirent, et une insertion socio-professionnelle sans faille. L'asthme étant bien souvent une maladie de la vie entière, vous comprenez que le traitement anti-asthmatique doit être démarré le plus tôt possible dans la vie de l'enfant et mené de façon rigoureuse. Ce traitement doit associer plusieurs types de mesures. Un aménagement de l'environnement, une immunothérapie, une désensibilisation des asthmes modérés, une pharmacothérapie basée essentiellement sur les traitements inhalés et bien entendu une kinésithérapie respiratoire avec rééducation respiratoire qui a plusieurs buts. De redonner à l'enfant un rythme respiratoire correct, de débarrasser ses voies aériennes de l'hypersécrétion qui les encombre et qui aggrave la maladie, et de permettre à l'enfant, de faciliter à l'enfant l'accès au sport qu'il désire pratiquer.
Ça fait 13 ans qu'Olivier est asthmatique et je fais totalement confiance à l'hôpital parce qu'ils vraiment ils m'ont beaucoup accueilli, beaucoup aidé quand il était très jeune, quand il avait 18 mois, 2 ans. Et je suis arrivée vraiment à ce qu'Olivier, pour lui, ait le réflexe de crise d'asthme, je veux aller à l'hôpital. C'est même peut-être un peu trop quelquefois, parce qu'il s'y sent complètement en sécurité. Et moi, quand il était petit, je l'ai entendu tellement longtemps pleurer « Maman, maman !» tellement il souffrait de ne pas pouvoir respirer que dès qu'on arrivait dans l'hôpital, pratiquement il avait une amélioration. Ce qui est difficile, à mon avis, au niveau de la crise d'asthme, c'est de savoir le moment où il faut se déplacer pour aller à l'hôpital. Maintenant, au bout de 13 ans, je le sais très bien. Les premières fois, c'est pas du tout évident. Dans l'éducation des parents d'enfants asthmatiques, quels sont, à votre avis, les points essentiels que les parents doivent connaître? Ben, c'est peut-être le déclenchement de la crise d'asthme, faire une différence entre une toux banale et une toux asthmatique. Ça demande un petit peu de temps pour arriver à reconnaître les signes. Enfin, moi, les docteurs m'avaient précisé, entre autres, qu'il y avait un point ici. Dès qu'on le voyait se creuser, c'était déjà un peu tard, qu'il fallait surtout à ce moment-là arriver très vite, surtout chez les jeunes enfants, parce que ça évolue plus vite quand même. Si vous avez un message à faire passer aux parents d'enfants asthmatiques, quel est ce message? Ben écoutez, je crois vraiment que le message le plus important, c'est d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir. C'est pas toujours facile, parce que vous êtes inondé de conseils en tous ordres. Alors vous avez un tel qui vous dit « mais tu devrais aller voir le magnétiseur, le guérisseur, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vivre à Briançon, à Font-Romeu ?» Et vraiment, c'est pas du tout facile à gérer, mais moi, vraiment, j'ai toujours été accueillie par les médecins du service du professeur Pope d'abord et du professeur Schenman, avec beaucoup de compréhension, et je leur ai fait complètement confiance, et je crois qu'Olivier l'a perçu très jeune, à tel point que dès qu'il allait pas bien, toujours il disait « Maman, je veux aller à l'hôpital, je veux aller à l'hôpital ». Cet enfant a été hospitalisé pour crise d'asthme, suffisamment sévère pour mériter un traitement intense et urgent. Je vais l'examiner, je regarde son rythme respiratoire, je regarde la couleur de ses lèvres, de ses ongles, je palpe son thorax, et on perçoit parfaitement l'hypersécrétion bronchique qui encombre ses voies aériennes. Et à l'auscultation, respire bien s'il te plaît, si tu peux. Il existe dans les deux champs pulmonaires des râles bronchiques qui témoignent de cet encombrement et puis des râles sibilants diffus qui témoignent bien de l'intensité du bronchospasme. Il est tout à fait certain que le kinésithérapeute respiratoire a un rôle capital à jouer dans l'éducation de l'enfant asthmatique et de sa famille. Il doit coopérer avec toute l'équipe soignante pour leur apprendre ce qu'est la maladie, comment déceler les symptômes, les analyser, comment souffler dans un débitmètre de pointe et enregistrer régulièrement son débit expiratoire de pointe. Il a également un rôle très important pour lui apprendre à inhaler correctement les différents médicaments anti-asthmatiques prescrits, médicaments qui sont si efficaces à la condition justement d'être parfaitement inhalés. Et donc Olivier, tu es suivi dans le service pour crise d'asthme. Oui, j'ai un asthme sévère. Je reviens habituellement toutes les 5 semaines pour crise d'asthme ou foyer pulmonaire. Le foyer pulmonaire est une infection des bronches, souvent pour moi au lobe moyen droit. D'accord. Donc on va faire ta séance de kinésithérapie en enregistrant la saturation d'oxygène. Oui, alors c'est mon pourcentage d'oxygène dans le sang, qui est en ce moment à 96%. Et à côté, c'est le pouls ou la fréquence cardiaque. D'accord, donc on va commencer par enregistrer le débit expiratoire de pointe. Tu vas faire 3 essais et on va prendre le meilleur score. Alors vas-y Olivier. Tu vides bien, tu vides bien, tu vides bien. Tu gonfles à fond. Allez, et tu souffles. 200. Allez, vas-y, tu gonfles. 200. On le fait une dernière fois. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Tu gonfles à fond. Et tu souffles. 220. Donc on inscrira sur ton carnet de bord
le score. Alors maintenant, on va prendre au moyen d'une chambre d'inhalation tes thérapeutiques inhalées. Vas-y Olivier. Allez, viens avec. Tu appuies. Voilà. Tu inspires en volume courant. 5 à 10 cycles par bouffée. Hein, d'accord? La chambre d'inhalation est un prolongateur conique de 750 ml. C'est un appareil lavable, démontable, dont l'avantage est de présenter une valve unidirectionnelle qui permet à l'enfant de ventiler en volume courant, d'inspirer à sa guise un produit préalablement dilué dans un volume d'air. Ça présente l'avantage d'avoir une meilleure pénétration dans les bronches et également de combattre les effets néfastes de la propulsion par le gaz. Que l'enfant soit en crise ou que soit gêné ou moins gêné, tu peux toujours te permettre uniquement par aspiration buccale d'utiliser cette chambre d'inhalation. Et on me recommande de faire, de me rincer la bouche si je le fais sans la chambre pour pas... Pour éviter des mycoses, voilà. hein? Absolument. Très bien. Okay. Alors Olivier, il faut que tu saches que la principale cause d'échec du traitement de ton asthme sera liée à la mauvaise prise des thérapeutiques inhalées. Oui, on m'a déjà dit que si au moment où j'appuyais, je soufflais, tout ressortait et que ça ne servait à rien. Voilà. Ouais. Bien, Olivier, tu vas te corriger, tu te grandis, tu baisses tes épaules, tu te laisses aller en détente. Je vais te demander de respirer, d'inspirer avec ton nez, d'expirer avec ton nez calmement, sans inspirer à fond, sans expirer à fond non plus. Diminuer le coût énergétique de ta ventilation. Tu montes doucement, tu souffles avec ton nez. L'intérêt d'inspirer de l'air par ton nez, c'est de filtrer, d'humidifier et de réchauffer ton air. Et lorsque tu expires avec ton nez, tu restitues un air qui est humidifié. Tu souffles bien, tu rebonds. Sans aller en inspiration maximale, tu souffles là, tu travailles dans le sens expiratoire, tu relâches. C'est très bien, Olivier. Olivier, tu restes allongé sur le dos pour bien te détendre et détendre également les muscles inspirateurs accessoires du cou. Je vais te demander d'inspirer par le nez, sans aller à fond, et d'expirer par la bouche, lèvres pincées, pour limiter ou éviter le collapsus expiratoire. Tu regonfles, tu réinspires avec ton nez calmement, tu souffles doucement en privilégiant le temps expiratoire car tu es distendu et tu as tendance à ventiler sur ton volume de réserve inspiratoire. Donc tu privilégies l'expiration. Tu regonfles à peine et tu souffles, lèvres pincées, et tu relâches et tu t'étends bien tes épaules. D'accord? Bien, Olivier, maintenant tu vas t'asseoir. On va expectorer. Voilà, tu t'assieds bien. Alors tu te grandis, tu baisses un petit peu tes épaules, tu te corriges. Et tu vas inspirer et expirer glotte ouverte en accélérant le flux de ton expiration. Tu regonfles. Voilà, sans forcer. Tu regonfles. Quand tu sens que les sécrétions sont montées très haut, on déclenchera une toux. Voilà, c'est très bien, Olivier. Et ancrage dans un pot transparent, ce qui nous permet d'évaluer qualitativement et quantitativement ta sécrétion bronchique. Bien, Olivier, ta séance se terminera à nouveau par une prise de thérapeutique inhalée, ainsi que par des mesures de score de débit expiratoire de pointe, également 3 essais dont tu prendras le meilleur score.
qui nous permettra d'évaluer une éventuelle aggravation en cours de séance ou après la séance. Et dans ce cas, la nécessité pour nous d'administrer un aérosol avec masque facial. On va respirer comme ça pendant 1 minute. Et après, je vais te demander de gonfler à fond et de vider à fond. Madame le docteur Benoît, quel est l'intérêt des explorations fonctionnelles dans l'asthme de l'enfant? Alors, l'intérêt est triple. Lorsque l'on est certain par les données de l'interrogatoire, de l'examen clinique, au fond de l'histoire de l'enfant, qu'il s'agit bien d'un asthme, et le diagnostic de l'asthme ne pose aucun problème sur le plan de la clinique, les explorations fonctionnelles permettent d'apprécier l'état de la fonction respiratoire, non pas pendant les périodes de crise, ce qui n'a aucun intérêt, tout le monde en connaît les perturbations, mais justement en période de fond, qu'elle soit totalement ou partiellement asymptomatique. Ceci permet donc de mesurer et d'apprécier l'état des bronches qui sont naturellement la cible de la maladie asthmatique. L'asthme se manifestant sur le plan fonctionnel par une réduction de calibre des bronches, liée d'une part à un bronchospasme qui est le moteur même de l'asthme, la première anomalie qui se produit, et qui est suivie, lorsque les troubles persistent, de modifications de type inflammatoire de la muqueuse bronchique qui entretient et pérennise le mécanisme et qui, par sa détérioration et le gonflement et l'édème et les sécrétions, ajouté au bronchospasme, augmente la diminution, aggrave plus exactement la diminution du calibre bronchique et donc la sensation d'oppression et de gêne, puisque l'air ne peut pas circuler, en particulier ne peut pas être, pendant le temps expiratoire, correctement évacué. Il se produit donc une obstruction des bronches, laquelle va aboutir à ce qu'on appelle une distension. La distension, pour en parler très brièvement, essayer d'expliquer clairement, est une augmentation du volume d'air emprisonné dans le poumon en fin de repos expiratoire. C'est-à-dire il s'agit bien de la ventilation de base, pas de l'hyperventilation, pas de manœuvre forcée. Il s'agit de volume d'air qui reste dans le poumon à la fin du volume courant expiratoire, qu'on appelle habituellement la capacité résiduelle fonctionnelle. Eh bien, lorsqu'il existe une obstruction bronchique assez importante, et même très minime, c'est l'un des premiers symptômes, pendant le temps expiratoire, la totalité de l'air n'a pas le temps d'être expiré, donc cet air est piégé, comme on dit, il s'agit d'un gaz piégé, et ceci entraîne une modification de la position de la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est-à-dire l'équilibre entre le thorax, les murs du thorax, le squelette qui tend à s'expandre à l'extérieur, et le poumon qui, par sa qualité de substance élastique, a tendance à revenir sur lui-même. Cet équilibre qui se produit à la fin d'une expiration normale et qui détermine ce qu'on appelle la capacité résiduelle fonctionnelle est donc modifié, et cet équilibre se produit plus haut. Il existe donc une distension. Cette distension, lorsqu'elle est importante, entraîne une réduction d'autres volumes pulmonaires dits statiques, à savoir la capacité vitale. C'est ce que vous recherchez avec l'appareillage que C'est ce j'utilise. qu'on recherche avec la spirographie. Avec la spirographie, nous mesurons des volumes pulmonaires, c'est-à-dire la capacité résiduelle fonctionnelle, dont je viens de parler par la méthode de dilution à l'hélium. Ensuite, nous mesurons les volumes statiques. Le volume statique, c'est ce qui mesure, lors d'une manœuvre forcée, le volume maxima du poumon. Pour ceci, il est défini d'une part par la capacité vitale. La capacité vitale, c'est au fond la somme de 3 volumes. Le volume courant, lorsqu'on respire en respiration de base, le volume de réserve inspiratoire qui est obtenu lors d'une inspiration forcée maximale, et enfin le volume de réserve expiratoire qui est le volume obtenu lors d'une expiration forcée et qui aboutit en deçà de la capacité résiduelle fonctionnelle à ce qu'on appelle le volume résiduel.
Alors, ainsi sont définis 3 volumes pulmonaires, la capacité vitale, la capacité résiduelle fonctionnelle, et enfin la capacité totale, qui est très exactement la somme de la capacité vitale plus le volume résiduel. Là, nous venons de parler des volumes, mais au fond, l'affection atteint les bronches. Oui, c'est vrai, mais l'un est dépendant de l'autre, et j'ai voulu d'abord insister sur la distension qui est pratiquement toujours présente chez le sujet asthmatique, sauf s'il fait vraiment exceptionnellement des symptômes, et d'autre part, qui dit diminution de calibre des bronches, amputation de débit expiratoire, et donc diminution de la capacité vitale. Celle-ci n'est diminuée que lors d'une période vraiment de crise. Donc, pour revenir aux bronches, le diamètre des bronches est mesuré au cours de manœuvres dites de débit expiratoire forcé. Le plus ancien et le plus connu est le volume expiratoire maximum seconde, c'est-à-dire le volume expiré au cours d'une manœuvre forcée en 1 seconde. C'est le VEMS et vous le voyez donc sur le tracé spirographique. On voit parfaitement, et par la mesure et par l'aspect du VEMS, si le sujet est normal, un peu, moyennement ou très obstrué. Donc, pour mesurer le calibre des bronches, il y a le VEMS, dont je vous ai parlé, et les performances, grâce donc à cette nouvelle technologie qu'est le pneumotachographe, et l'enregistrement simultané des volumes et des débits, ce qui nous permet, au cours d'une manœuvre forcée, de mieux cibler, s'il n'est pas diffus, le siège de l'obstruction qui peut être les grosses bronches centrales ou la périphérie. En réalité, la périphérie est toujours impliquée. Donc, on va définir sur ces courbes des bivolumes le débit maximum à 50% de la capacité vitale, qui correspond aux bronches centrales, et le débit maximum à 25% de la capacité vitale, qui correspond aux bronchioles périphériques. En pratique, il ne faut pas oublier qu'il faut des manœuvres réalisées à la perfection pour être sûr qu'un abaissement de ces chiffres corresponde bien à quelque chose de pathologique et non pas à une manœuvre expiratoire qui n'a pas été complète et aussi puissante qu'elle aurait dû l'être. Il s'agit de manœuvres très difficiles pour être de haute qualité. Alors, ce qu'il y a de plus facile, en fait, pour appréhender, et en particulier chez les sujets non coopérants, et pour ce qui nous intéresse en pédiatrie, les jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 9 ans qui ne savent pas de façon fiable réaliser des manœuvres forcées, c'est la mesure des résistances des voies aériennes. La meilleure méthode à l'heure actuelle est certainement la méthode plétismographique. Ainsi, on va leur demander simplement, en respirant un tout petit peu vite, un peu plus vite que leur ventilation de base, on va donc mesurer la résistance suivie du volume d'air intrathoracique, qu'on appelle le volume gazeux thoracique simultanément, et ceci va nous donner ce qu'on appelle la résistance spécifique, qui est un remarquable reflet de l'obstruction des voies aériennes. L'ensemble de ces mesures permet très aisément d'apprécier l'état ventilatoire du sujet asthmatique entre les crises et ce qui est important, où il est normal et on supprime ou on abaisse le traitement en fonction aussi de la fréquence des symptômes, où il est anormal et là, en fonction de la durée de ces anomalies constatées à 1 ou 2 explorations respiratoires, on modifie le traitement dans le sens d'une augmentation de manière à réduire le trouble fonctionnel de base. Enfin, l'un des aspects intéressants des explorations respiratoires dans l'asthme est la réalisation des tests de provocation bronchique dits non spécifiques, qu'ils soient à l'histamine ou à des agents cholinergiques, les plus souvent utilisés, ou au cours d'épreuves d'effort, parce que ces tests permettent essentiellement le diagnostic d'asthme. En réalité, ils ont un avantage, à mon avis, essentiellement chez le jeune enfant, dont la pathologie asthmatique peut être masquée sous d'autres formes, foyer à répétition, bronchite baptisée bronchite asthmatiforme et traitée par des antibiotiques parce que non reconnus et non pas par les médicaments de l'asthme, et enfin tout quinteuse, rebelle, depuis tout spasmodique, ou enfin dyspnée d'effort pur à mettre sur le compte d'un asthme et non pas, comme il est souvent dit, d'une quelconque maladie cardiaque. Alors nous allons voir un enfant qui est atteint d'asthme, un nourrisson atteint d'asthme, et on va voir ce qu'on va lui faire. Voilà, oui, si vous voulez bien, et je vais vous expliquer, je ne voudrais pas qu'il pleure, je vais vous expliquer ce qu'il a. Bien. Eh bien, je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec votre bébé.
On va d'abord le faire cracher pour lui faire sortir tout le mucus qu'il a dans le poumon, qu'il a dans le nez. Et puis, une fois qu'il aura craché, on va lui donner des thérapeutiques locales qui lui ont été prescrites par votre médecin. C'est-à-dire qu'on va prendre une chambre et on va mettre du petit brouillard qui va respirer pour soigner ses bronches. L'intérêt de ces produits, c'est d'une part de faciliter l'ouverture des bronches et d'autre part d'éviter que ces bronches sécrètent trop de mucus qui vont encore l'encombrer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va se voir, ce qui veut dire qu'on va le faire cracher, on va donner des produits et je vais vous apprendre aussi à lui donner ces produits. Il connaît bien. Écoute-moi. Elle est là, maman, elle est à côté. Elle est à côté, elle n'est pas partie, elle est là. Écoute-moi, on va bien tousser tous les deux, t'es d'accord? Allez, on va bien tousser. Allez, encore, vas-y, allez, souffle, vas-y. Vas-y, souffle. Vas-y, on va souffler tous les deux, vas-y. Voilà, c'est très bien, encore, vas-y, souffle. Allez, il souffle bien, on l'aide. Voilà. On va le faire renifler pour être sûr qu'il désencombre son nez. Allez, vas-y. On va enlever ses petites mains qui vont nous gêner. Allez, vas-y. Renifle. Allez, on va tousser tous les deux. On va laisser souffler. On fait expirer à fond avec une main thoracique qui enroule, qui abaisse et qui enfonce les côtes, une main abdominale qui refoule le diaphragme par l'interposition des viscères. On va tousser, Clovis. On soulève le menton pour dégager les voies aériennes supérieures, en particulier la trachée. Là, ici, au-dessus du manubrium sternal, sous le cartilage cricoïde, entre les deux sternocleidomastoïdiens, on a la trachée, et il suffit de l'étirer pour réveiller un réflexe de tout. Maintenant que le crachat est remonté, on l'empêche d'avaler en mettant la main sous le menton. Et le bébé crache. Il suffit d'appuyer sous le menton pour l'empêcher de déglutir. Il n'est pas utile d'aspirer les enfants. On peut parfaitement les faire cracher sans les aspirer. Encore. Et on crache. Attends, doucement, on va le jeter. Pour faire y aller des thérapeutiques locales au nourrisson, il faut bien sûr lui mobiliser les mains. Bien, ben écoutez, madame, on a fini avec Clovis. 1, on l'a désencombré. 2, il y a des thérapeutiques locales à lui donner. Alors, vous avez vu, j'ai un appareil qui est un peu compliqué. Il faut avoir un masque Laerdal numéro 2 pour pouvoir le mettre sur la chambre qui est ici. Et on va mettre le produit que vous a prescrit votre médecin au bout. Et vous avez vu comment on peut lui faire prendre en le coinçant avec le bras. Il existe une autre chambre que vous pouvez trouver aussi, qui est faite aussi pour les nourrissons, qui est vendue, au lieu d'acheter le masque et ça séparément, on peut acheter tout en kit. C'est l'Aerospeed qui fait ça, c'est Boehringer. Vous pouvez mettre la même chose. Voilà, on peut faire la même chose avec cet appareil-là, avec l'autre produit, selon le produit qu'on va prescrire votre médecin. C'est la même chose. Tu es très gentil, tu as très bien pris ton aérosol, tu es très mignon. Très bien, c'est fini, hein, on s'en va. Salut, au revoir Clovis, au revoir. Voilà, tu respires très bien. Tu respires très bien. Encore. Allez, de l'autre côté, on tourne de l'autre côté. Voilà. Encore. Et on s'en va. Et on s'en va bientôt. Chez les sujets asthmatiques, le problème du bronchospasme est réglé dans la mesure où ces patients sont mis sous un traitement visant à jouer sur la dynamique des bronches et sur ce bronchospasme. Cette grande fille a été traitée par bronchodilatateur et par anti-inflammatoire stéroïdien. Ce
qui veut dire que maintenant, nous allons prendre un relais avec un traitement local, des thérapeutiques locales, qui ont pour objectif d'éviter ce traitement par voie générale à long terme. Et c'est dans cette optique que la kinésithérapie va avoir comme objectif essentiel, premièrement, de bien faire prendre les thérapeutiques locales à visée bronchodilatatrice, mais aussi à visée anti-inflammatoire. Il est bien évident qu'aucune de ces thérapeutiques ne peut fonctionner, ne peut être efficace si le patient est encombré. Donc, on le traite comme un patient encombré normal, et dans un deuxième temps, on va lui apprendre non seulement à prendre ses médicaments, mais aussi à surveiller son état respiratoire grâce à des petits appareils qu'on connaît bien, qui sont des pics-flots qui vont être à la disposition du patient, mais de manière plus élaborée, mis à la disposition du kinésithérapeute. Le suivi des enfants asthmatiques passe par un traitement mené par une équipe médicale homogène avec des médecins, physiologistes qu'on a vus, et des cliniciens, mais aussi par des kinésithérapeutes qui sont au contact du patient, qui sont régulièrement présents et qui sont à même de suivre et d'éduquer les parents et les malades, de même pour les plus grands. Éduquer les parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur apprendre à reconnaître les prodromes de la crise. Ça implique une bonne information, mais ça permet aussi de suivre mieux et d'éviter les grandes détresses respiratoires que nous connaissons dans l'asthme. Un asthmatique avec de bons médicaments, avec un bon traitement, mais mal suivi, en revient à avoir une voiture sans volant. Et c'est là où la kinésithérapie prend toute sa place pour ne pas être complice des absences au cours d'éducation physique au lycée. C'est là où le kinésithérapeute peut aider le patient et transmettre au médecin qui lui aura confié ce malade les informations sur les expectorations, sur les courbes d'exploration respiratoire rapide qui se détériorent. Et je crois que c'est dans cette homogénéité de l'équipe et de la bonne compréhension des mécanismes intrinsèques de l'asthme que les kinésithérapeutes pourront donner plus et mieux aux patients qui leur font confiance.